De Metz à Thionville avec RPL 89.2. Petite promenade. Ce matin, nous allons aller à Verdun. Nous sommes en compagnie ce matin de monsieur Jean-Luc Demembre. Bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes donc en compagnie ce matin pour découvrir ou redécouvrir le grand spectacle d'Europe sur la guerre 14-18. C'est à Verdun. Alors, c'est le centenaire et le spectacle est renouvelé. Ça fait donc combien d'années que ce spectacle existe ? Nous l'avons créé en 1996, donc nous allons vivre notre 22e édition de cette évocation historique. Qui sont les créateurs de ce spectacle ? Quelle est l'histoire de ce spectacle et au départ, quel était son but ? Alors, les créateurs du spectacle, ce sont des bénévoles de l'association Connaissance de la Meuse. C'est une association très classique, loi de 1901, ou 1908 si on est en Alsace ou en Moselle, qui se sont rassemblés il y a maintenant 35 ans pour faire davantage connaître l'histoire et le patrimoine de la Meuse. Alors dès le départ, ont été créées des activités très classiques, je dirais, pour une association qui a cet objet social, c'est-à-dire des expositions dans plusieurs localités du département, des conférences grand public, des excursions, des animations, des concerts. Et à partir de 1985, nous nous sommes lancés dans l'activité de son et lumière. Son et lumière, non pas étant pensé comme une fin en soi, mais comme un moyen pour transmettre l'histoire et mettre en valeur le patrimoine. Donc, ces techniques de son et lumière, nous les utilisons depuis 1985, y compris pour le spectacle qui est le sujet de notre entretien de ce matin, pour transmettre l'histoire et la faire partager à un très très large public. Alors, vous voyez, 1985, notre premier son lumière, et nous n'avons abordé le thème de la guerre 14-18 qu'en 1993, c'était une préfiguration pour nous, et surtout 1996. Donc pendant de nombreuses années, et depuis 1996, nous avons de multiples activités qui n'ont rien à voir avec la Grande Guerre, notamment au château de Thionbois, c'est entre Bar-le-Duc et Verdun, en plein centre de la Meuse, que nous avons entièrement restauré, que nous animons en permanence et qui va accueillir, mais ça on pourra en reparler plus tard, en septembre prochain, une grandiose biennale équestre. Alors, le spectacle des Flammes à la Lumière, donc, date de 1996. Auparavant, nous pensions, peut-être à tort, que ce sujet était trop compliqué à appréhender, qu'il fallait beaucoup de modestie pour vouloir dire quelques aspects de cette Première Guerre mondiale, et surtout on avait une crainte que un son lumière consacré à ce sujet ne soit trop simpliste, suscite éventuellement une forme de voyeurisme malsain de la part de personnes qui sont toujours attirées par le sang, voilà pour dire les choses très simplement, et que on ne puisse pas finalement appréhender ça par ce moyen. Et nous avions en tête cette phrase de Maurice Genevoix, dite aussi par d'autres combattants de la Première Guerre mondiale, nous avons connu l'incommunicable. Donc comment, par un spectacle, mais c'est vrai aussi par des romans, par de la bande dessinée, par de la peinture et du théâtre, on peut aborder le sujet de la guerre. Vaste question, voilà. Donc ce n'est que depuis 1996 que nous traitons à notre manière, mais en respectant scrupuleusement l'histoire. On a fait un travail d'écriture avec des historiens français, mais aussi allemands et belges, que nous abordons donc cette thématique de la Grande Guerre. Est-ce qu'au départ, vous aviez déjà l'idée d'un spectacle de cette envergure, ou était-il au départ un petit spectacle, ou était-il déjà prévu dans vos esprits qu'il soit aussi grand ? Alors, au départ, on a eu en fait une préfiguration en 1993, un galop d'essai dans un autre site à l'entrée de Verdun. Mais tout de suite, avec beaucoup de participants et des moyens techniques également considérables. Ça a été un plein succès. C'était sur un terrain de motocross qui nous avait été aimablement prêté. Et puis nous nous sommes dit, voilà, on nous a demandé de le faire. Après beaucoup d'hésitation, on l'a fait.
abordons d'autres sujets, puisqu'on avait traité, depuis on a abordé le Moyen-Âge, Louis XIV lors du siège de Montmédy, l'histoire d'abbaye, le XVIe siècle, vous voyez, la révolution agricole au XIXe siècle, la première grande révolution agricole, et pas la Première Guerre mondiale. Puis finalement, aussi bien les journalistes que les professionnels du tourisme et même les bénévoles de 1993 nous ont dit il faut reprendre et il faut pérenniser. Donc en 1996, on a réécrit entièrement notre préfiguration, on a cherché un lieu. C'était d'abord la citadelle de Verdun. Nous avions signé une occupation temporaire avec la Défense nationale qui en était propriétaire. Nous avions toute la citadelle haute, donc un site parfaitement historique. La citadelle a joué un rôle considérable pendant la Première Guerre mondiale, un site d'ailleurs antérieur à la guerre, bien sûr, et avec beaucoup de perspectives pour développer ce son lumière, mais aussi d'autres activités. Et puis arrivait un nouveau maire qui nous a dit qu'il avait de grands projets pour la citadelle et que notre son lumière dans ce lieu allait gêner la mise en route et le développement de son projet, qui d'ailleurs n'a jamais vu naissance, ne s'est jamais concrétisé. Donc il nous a fortement incité, alors qu'on avait l'autorisation pour 10 ans, on était indéboulonnable, à rechercher un autre site. Ne voulant pas entrer en discussion tendue avec ce nouveau maire, on a accepté d'aller ailleurs. Et après des recherches pendant plusieurs mois, nous nous sommes fixés dans cette ancienne carrière d'extraction du calcaire pour fabriquer de la chaux pour la sidérurgie lorraine. Et c'est un site vraiment exceptionnel, grandiose, dont nous sommes d'ailleurs propriétaires maintenant, qui fait 30 hectares, et dans le bas de la carrière, toutes nos installations sont là, et devant les spectateurs, il y a 2 hectares de scène, un dénivelé de 80 mètres, donc vraiment un site extraordinaire, avec beaucoup de participants sur scène et dans les coulisses. Alors on ne les voit pas, certes, mais ils sont aussi importants que ceux qui sont dans la lumière, et des moyens techniques gigantesques. Justement, j'allais vous demander de nous parler du spectacle en quelques chiffres. Vous avez déjà commencé. Oui, là, nous, pour cette 22e édition, on est déjà bien en route, puisque le spectacle débute dans 15 jours, le vendredi 16 juin. Et en fait, quand un spectacle est terminé, dès le mois de septembre, qui suit un spectacle, on prépare déjà le nouveau spectacle. Les groupes techniques sont à l'œuvre, les costumières, les éclairagistes, le groupe des effets spéciaux, le groupe logistique, accessoires, décors et j'en passe. Donc là, nous sommes bien dans la dernière ligne droite des préparatifs pour cette première représentation du vendredi 16 juin. Il y a toujours autant d'engouement de la part du public ? Oui, ça n'a pas faibli. J'ai oublié de répondre, peut-être de développer, de vous dire un peu plus les moyens techniques. Je vais répondre un peu à côté de la plaque, comme on dit. C'est d'abord un spectacle qui est réalisé par un peu plus de 400 bénévoles. Ça, c'est vraiment le cœur de la manifestation. 400 bénévoles du territoire, dont quelques Allemands. L'Allemagne n'est pas très loin. Voilà, ce qui est pour nous éminemment symbolique. Et puis, pour faire ce spectacle, il faut des moyens importants. Il y a une tribune de 2500 places, 800 mètres carrés de chapiteaux pour la restauration, pour l'accueil du public, juste derrière, un parking qui est fermé juste à 50 mètres de la tribune et qui est bien entendu contrôlé. Et puis, il y a les tours lumière, les projecteurs dans les tours et sur le site, un peu plus de 1000 projecteurs, 40 km de câbles, il y a 8 points sonores, des décors de maisons, des matériels pour les effets spéciaux. Je ne vais pas dire tout le spectacle, bien sûr. Il y a des surprises, et des surprises très très fortes, y compris créées cette année et qui n'existaient pas l'an passé. Je peux parler d'une surprise de l'année dernière, mais c'est une maison qui subitement prend feu, avec des flammes de 3 mètres de haut, et des pompiers qui éteignent l'incendie, ça pour rappeler Verdun qui brûle sous l'effet d'obus incendiaires allemands. Donc beaucoup de matériel, 900 costumes, 5 coulisses, donc vous voyez beaucoup de moyens,
mis au service de l'histoire que nous évoquons et qui est donnée par ces presque 500 bénévoles. Je n'ose imaginer le montage, le démontage, les coutures qu'il lâche, un travail de fou, hein, oui, un travail qui n'est pas toujours perceptible de la tribune. Les spectateurs voient bien que c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel, de grand, de fort, d'émouvant, qui les interpelle, les surprend, leur tord le cœur par moments. Mais il faut aller dans les coulisses, et ça ne peut pas malheureusement y emmener les spectateurs dans les locaux techniques, hein, les locaux de l'atelier lumière, l'atelier son, etc., pour se rendre compte, ou les costumières dont vous parliez tout de suite, de tout ce qui est fait. On est la première association de Meuse par le nombre d'heures de bénévolat chaque année. 80 000 heures, c'est exceptionnel. Les costumières, à partir du mois de septembre, tous les mardis après-midi, sauf aux vacances de Noël et de Pâques, viennent pour réparer les costumes et en créer de nouveaux. Et les mêmes costumières, pendant toutes les représentations, sont dans les 3 coulisses principales pour pouvoir accommoder un costume un peu déchiré, recoudre un bouton qui vient de tomber, et aider les plus jeunes ou les plus âgés à s'habiller. Donc c'est vraiment une machine, au sens noble du terme, hein, une machine rare qui se remet en route chaque année pour donner ce spectacle. On n'a pas le temps de s'ennuyer tout au long de l'année. Donc. Oh non. Oh non. Les spectateurs, eux, sont-ils toujours les mêmes, comme par exemple, bien sûr, des passionnés d'histoire, ou est-ce que ce sont des gens curieux de découvrir Verdun autrement que par les fameuses sorties classiques, pour ne pas dire scolaires, hein? Est-ce que vous remarquez une évolution de tous ces spectateurs? Alors, je vais relier cette question à la précédente à laquelle je n'avais pas répondu, l'intérêt du public. Alors d'abord, l'origine géographique. D'année en année, on constate que des spectateurs viennent de plus en plus loin. Nous avons chaque année des groupes qui viennent de Bretagne, des Landes, vous voyez un peu le parcours, qui viennent de toute la France, un peu de l'étranger, mais c'est minoritaire, c'est moins de 10%, et des individuels, et qui viennent spécialement à Verdun pour voir ce spectacle, tout comme des Lorrains vont dans les châteaux de la Loire, au Futuroscope, à Paris ou au Puy du Fou. Voilà. Donc, on a une notoriété qui n'a cessé de grandir grâce à vous, les médias, à la presse télé, écrite, radio, nationale et étrangère, et donc des spectateurs qui viennent de toute la France et un petit peu au-delà de la France. Alors, est-ce que l'intérêt est identique et est-ce que les gens reviennent? Oui, on sent un intérêt très fort du public. On le sait parce que chaque année, on distribue à la sortie de la tribune un questionnaire anonyme avec enveloppe T. Et on reçoit entre 1500 et 2000 réponses. Donc, on a là plus qu'un échantillon représentatif, hein, je dirais. C'est une partie non négligeable de notre public d'une saison. Je vais couper ce téléphone, excusez-moi. Allez-y. Petite musique d'ambiance. Et on sait leur intérêt, le degré de satisfaction, leur émotion, toutes leurs remarques, leur temps de séjour, d'où viennent-ils, combien de temps restent-ils sur place, où ont-ils déjeuné, où vont-ils dormir, quel site ils ont l'intention de voir le lendemain, voilà. Et on a aussi des questions qui portent sur l'âge, bien sûr, les catégories socio-professionnelles, et en résumé, on constate chaque année que l'on touche un très large public, des fanas d'histoire, des spécialistes et même des professionnels de l'histoire, donc des gens qui ont une connaissance pointue du sujet, mais aussi des personnes qui ne sont pas de grands amateurs de l'histoire et de cette page d'histoire, et surtout des personnes qui ne vont jamais dans les musées, dans les colloques, dans des lieux de culture, voilà, c'est ainsi, et c'est pour ces personnes-là l'occasion de découvrir ou de redécouvrir cette tranche d'histoire qui a tellement marqué nos pays et qui est entrée dans l'histoire de l'humanité. Donc notre grande fierté, c'est de toucher un très très large public, avec des origines très diverses,
des jeunes, des âgés, des personnes viennent souvent en famille avec 2, 3 générations, ce qui nous réjouit, et qui repartent très touchés et passionnés par ce qui a été vu et entendu dans la tribune. Et un autre point, un paramètre, c'est que on a un public fidèle qui ne vient pas d'année en année, hein, bon, sauf quelques les plus passionnés ou ceux qui accompagnent des parents et des amis, voilà, qui viennent pour la première fois. Mais on a un taux de retour, comme on dit, dans le domaine du tourisme, qui est très élevé, et de l'ordre de 15% des spectateurs reviennent 2 ans, 3 ans ou 4 ans plus tard. Et ils reviennent parce qu'ils ont été marqués, ils reviennent parce qu'ils savent que le spectacle évolue chaque année. Et c'est bien plus intéressant que d'aller dans un musée, comme vous le disiez tout à l'heure. Alors, je ne dirais pas ça, parce que c'est pas plus intéressant, c'est différent. Ce qui est certain, moi j'ai travaillé une bonne partie de ma vie professionnelle dans des lieux de culture. J'ai été directeur du Centre mondial de la paix de Verdun, donc organisation de colloques, de rencontres internationales, publication d'ouvrages, d'articles, expositions temporaires. Les musées sont indispensables et il faut encourager nos concitoyens et concitoyennes à y aller souvent même, hein. Mais dans un musée, on n'aura pas la même humanité que lors d'un spectacle. Je m'explique. Dans un musée, on trouvera des choses qu'on ne peut pas découvrir, voir, sentir dans notre évocation historique. Mais inversement, dans notre son-lumière, on voit des hommes, des femmes et des enfants. On voit la chair, on voit les gens d'en bas. On ne voit pas que des photos ou des objets civils ou de guerre de ces hommes. Le fait de voir des hommes et des femmes et des enfants qui rappellent, qui évoquent ce qui se passait il y a 100 ans, bien, ça donne une dimension très très forte. Et notre fil conducteur, c'est 4 personnages, un Français, un jeune Français, un jeune Allemand, une jeune Belge qui devient, pour simplifier, infirmière volontaire dans le service ce qui va devenir les services de santé français, et un médecin civil du Sud-Meusien qui est rappelé en renfort, si je peux dire, dans l'armée française. Et on suit les destins de ces 4 personnages. Donc, à part le médecin qui était plutôt déjà dans la bourgeoisie, on va dire, de l'époque, nos autres personnages sont des gens du peuple, des gens lambda. Et le fait de suivre la vie, des tranches de vie de ces personnages à la belle époque, avant la guerre, pendant la guerre et après la guerre, pour 3 d'entre eux, puisque notre personnage allemand meurt de ses blessures avant la fin du conflit, donne une dimension particulière à cette transmission d'histoire. Finalement, nous faisons par cela un travail de médiation assez original. Oui, tout à fait, oui. On vit l'histoire, en fait. Oui, oui. Et puis, il faut penser que lorsque sur scène, on voit des réfugiés civils qui partent en toute hâte avec des valises, qui sont fatigués, des baluchons, des poussettes, lorsque on voit et entend un soldat qui est gravement blessé, qui titube, et on comprend qu'il va mourir, il est au milieu d'un bombardement de la mitraille, et qui hurle, à moitié fou, hurle de douleur, et aussi parce qu'il perd la raison, en appelant sa mère. « Avez-vous vu ma mère ? Où est maman ? Je cherche ma mère. » Lorsqu'on voit à la fin de l'acte qui concerne dans notre spectacle la guerre, une petite fille qui est à la main de sa maman et qui voit revenir cette petite fille des hommes, mais il n'y a pas le papa. Et puis qui se met face à sa mère et qui lui dit « Dis maman, où il est papa ? Pourquoi il n'est pas revenu papa ?» Ça, c'est l'histoire et c'est aussi malheureusement l'actualité d'aujourd'hui. C'est ce que j'allais dire, oui. Les réfugiés, les déplacés, les civils, les hommes qui... hommes ou femmes d'ailleurs, hein, qui sont blessés, tués lors d'un conflit, lors d'attentats,
une petite fille qui est orpheline. Voilà, c'est aujourd'hui. Donc, pour les plus jeunes qui sont dans la tribune et qui n'ont pas connu leurs arrière-grands-parents, hein, pour les plus jeunes, ou même leurs arrière-grands-parents, bon, c'est très loin. Il n'y a plus la transmission familiale de tout ça. Mais ils savent que ça existait, et ça les touche, comme d'ailleurs les plus anciens, parce qu'ils savent que c'est malheureusement encore la réalité d'une partie de l'humanité d'aujourd'hui. Mmh. Donc c'est à la fois un retour il y a 100 ans, et ça ne manque pas d'interpeller le public en ce qui concerne le aujourd'hui, le temps présent. Donc ça ne laisse personne indifférent. Oui, j'allais dire, c'est triste à dire, mais c'est un spectacle entre guillemets d'actualité. Oui, il l'est, et la dernière scène, qui n'est pas une conclusion, qui n'est pas une leçon, une sorte de moralisation, voilà, c'est pas bien la guerre, il faut faire la paix, montre simplement, très simplement après des projections d'images, parce que sur la pente de la carrière, on fait des projections d'images grandioses. Dans ce final, on montre la réconciliation et l'amitié. Et sans qu'il y ait de discours, Verdun est bien un de ces hauts lieux d'espérance, après avoir été un haut lieu de souffrance, qui affirme par une réalité vécue que la guerre n'est pas une fatalité et qu'en tout cas, les ennemis d'hier, qui sont combattus 3 fois en moins de 100 ans, hein, 1870, oui. 14-18, 39-45, 3 guerres en moins de 100 ans, entre Français et Allemands, même si ça concernait d'autres nations, bien sûr, vivent aujourd'hui en paix et globalement en amitié, même s'il y a des cicatrices qui ne sont pas refermées, et notamment en ce qui concerne la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr. Il faut respecter ces souffrances qui sont encore là, hein, chez des anciens, ou qui se transmettent d'ailleurs parfois aux enfants. Bon, qui aujourd'hui pourrait lancer vraiment une enquête, un sondage, ce serait possible dans l'absolu, sur le thème, l'Allemagne a plus d'habitants que la France, est plus puissante économiquement, ne craignez-vous pas qu'il y ait une 4e guerre avec les Allemands, une guerre militaire, hein, un affrontement avec des morts? Alors bien sûr, il y a peut-être des gens qui répondraient oui, mais enfin, non. Ce serait une enquête, un sondage très surprenant, qui semblerait même complètement fou pour des personnes qui seraient invitées à répondre. Donc cette paix du temps de mes parents et de mes grands-parents, qui ont connu mes parents la Deuxième Guerre mondiale, mes grands-parents la Première et la Deuxième Guerre mondiale, cette paix, elle est là. Et eux, en tout cas mes grands-parents, étaient convaincus qu'il y avait une haine irréversible entre Français et Allemands. Donc ça aussi, notre spectacle, c'est pas uniquement il y a 100 ans, c'est, même si on s'en rend pas compte tous les jours, et même très rarement, quel bonheur de vivre en paix dans cette petite partie du monde. Oui. Et que nous vivions avec nos voisins allemands en amitié, enfin globalement en amitié. Ça, c'est pas il y a 100 ans, c'est aujourd'hui, et c'est un bonheur qu'il faudrait savoir davantage savourer et entretenir. Surtout entretenir, oui. Entretenir, parce que la paix n'est jamais un état définitif. Malheureusement, oui. Elle est par définition fragile. Voilà, donc notre spectacle, il a des objectifs multiples, et nous sommes très heureux lorsque, à la sortie de la tribune, on voit des gens émus, on voit des gens qui ont des larmes aux yeux, parce que tout ça, dans leur tête, dans leur cœur, est agité par ce qu'ils viennent d'entendre et de voir, et qu'ils nous disent, je pense à un ancêtre, je pense à aujourd'hui, heureusement que nous sommes en paix, en tout cas cette partie du monde, cette Europe, voilà. Et ça, ça nous réjouit en nous disant que tous nos efforts ne sont pas vains. Et rien que de vous entendre en parler, je peux vous dire que de l'autre côté, ça émeut. Ça donne envie. J'espère. Enfin. Oui. Alors c'est donc le centenaire de cette Première Guerre mondiale. C'est un spectacle renouvelé avec des nouveautés. Lesquelles ? Alors, l'année dernière, on a eu de grosses modifications parce que c'était le centenaire de la bataille de Verdun, qui ne se finit, petite parenthèse historique, que fin août, début septembre 1917.
à la fin de l'année 16, les Français ont fait reculer un peu les Allemands vers le nord, mais le front n'est pas stabilisé. Et il y a, pendant le premier semestre de 1917, il y a 100 ans pile en ce moment, encore des combats sur cette partie du front, et ce n'est qu'à l'automne, à la fin de l'été, à la fin de l'été, que les Français réussissent à repousser encore un peu plus les Allemands, surtout sur la rive gauche, et là le front il est davantage horizontal, et la situation est maintenant bien stabilisée au nord de Verdun. Donc l'an passé, on a créé de nouvelles scènes, je ne vais pas toutes les dire, mais j'ai signalé tout à l'heure une maison qui subitement se met à brûler avec de vraies flammes de 3 mètres de haut. C'est très, très spectaculaire. Et pour revenir à 2017, pour arriver à 2017, nous avons créé un décor supplémentaire. Nous avons ajouté 2 points sonores supplémentaires, dont un qui à l'arrière en plusieurs haut-parleurs distribués à l'arrière de la tribune. Modification des effets spéciaux, on a une explosion de tranchées à l'avant d'une tranchée alors ça c'est bref, ce que je vous dis là, c'est mon explication dure 10 fois, 20 fois plus longtemps que l'effet en lui-même. Nous avons créé une scène courte, mais qui rappelle les enfants pendant cette guerre, et des enfants, comme beaucoup de garçons en tout cas, qui jouent à la guerre et qui sont un petit peu embrigadés, avec des petits fusils en bois qu'on leur donne parfois dans le cadre scolaire pour faire une sorte de minuscule initiation au métier de la guerre, si je peux dire. Et les petites filles qui jouent à côté, mais différemment. Et une autre scène, puisque le spectacle ne s'arrête pas au 11 novembre 1918, on passe par l'entre-deux-guerres, au cours de laquelle il y a eu, pour le 20e anniversaire de la bataille de Verdun, 10 000 anciens combattants français, allemands et d'autres nationalités qui se retrouvaient là pour prêter un serment de paix. Et puis on va même au-delà de la Deuxième Guerre mondiale, et à mesure que le temps passe, les survivants disparaissent. On a donc, l'avant-dernière scène, ce sont des touristes qui prennent la suite des pèlerins et qui viennent sur le champ de bataille dans les années 80 pour voir les traces de cette bataille dans le secteur de Verdun. Voilà donc des nouveautés de 2017. Les gens qui sont venus l'an passé les remarqueront, c'est sûr, et ceux qui ne sont pas venus depuis au moins 3-4 ans seront très surpris, et ceux qui viendront pour la première fois cet été vont découvrir beaucoup de choses du début à la fin du spectacle dont ils n'ont sans doute pas idée. C'est donc un spectacle presque tout neuf. Oui, avec toujours le même sujet. Alors, on retrouve d'année en année les mêmes scènes, les mêmes personnages, mais un renouvellement très très important. Il y a des costumes nouveaux cette année, de nouveaux chapeaux qui sont ajoutés à notre garde-robe, si je peux dire. Voilà, beaucoup d'ajouts. L'accueil du public, c'est très important. Il y a le spectacle, on en parle là depuis plusieurs minutes, mais il y a également les à-côtés. Les à-côtés, je les ai évoqué rapidement tout à l'heure, c'est un parking, ça veut dire donc accueillir le public, ça veut dire proposer des repas mais sur réservation, sous cet immense chapiteau, sur réservation, et une restauration rapide, dont on a doublé la capacité pour les gens qui n'ont pas réservé. C'est placer le public dans la tribune, les places sont numérotées, c'est bien fléché tout le site, en tout cas la partie ouverte au public, les WC, la librairie, on a toujours une petite exposition. C'est aussi à la fin du spectacle remercier le public, et les acteurs figurants se mettent sur une haie et saluent le public jusqu'à l'entrée du parking. Donc tous ces à-côtés-là, sans compter la sécurité, l'entretien du site tout au long de l'année, sont très importants et contribuent à la réussite et forment un tout. Voilà. Alors, rappelons que ce spectacle demande beaucoup de travail, vous venez de nous le dire. Il y a de nombreux bénévoles également qui font partie de l'équipe. Qui sont-ils exactement ?
Ah, ce sont alors essentiellement des Meusiens, on a quelques Meurthe Mosellans, des Belges, des Allemands, je l'ai dit tout à l'heure, qui le plus jeune doit avoir cette année 2 ans, bon, et bien sûr dans les bras de sa maman, et le plus âgé sur scène un peu plus de 85 ans. Et dans les groupes techniques, on a plusieurs des techniciens qui ont dépassé le cap des 80 ans. Voilà. Et ils sont de milieu urbain, Verdun, mais aussi du milieu rural. Ce sont des intellectuels, des manuels, des gens qui ont déjà un parcours professionnel, d'autres qui sont en études, collège, lycée, école primaire même d'ailleurs. Certains qui ont trouvé leur place sans difficulté dans la société, d'autres qui sont non pas en rupture mais qui ont des difficultés et qui viennent là, peut-être en le sachant ou sans le savoir pour d'autres, pour retrouver un peu une envie, une place dans la société qui est aujourd'hui pas toujours facile, où il y a des gens qui sont un peu en marge, qui ne trouvent pas d'emploi, qui ont des difficultés financières, et pas que financières, voilà. Et qui, donc vous voyez, d'horizons et de profils très différents, composent une magnifique mosaïque. Finalement, tout le monde y trouve sa place. Une anecdote, hier, je rencontrais des jeunes qui vont venir voir le spectacle dans un cadre scolaire, et je leur expliquais que, bien sûr, ce qui compte, c'est ce que l'on voit de la tribune, mais qu'il y a des bénévoles qui nettoient les WC avant, pendant le spectacle, et qui remettent du papier, ils font un nettoyage pour que le public, lorsqu'il ressort, trouve des lieux à peu près propres. Et on accueille 2000 à 2500 personnes par soirée, donc c'est beaucoup. Et je leur disais, voyez, ça c'est modeste, ça n'attire pas beaucoup de personnes pour faire ça. Eh ben, il faut le faire, et heureusement qu'il y a des bénévoles qui le font, et ceux-là, aux yeux des responsables de l'association, ont autant d'importance que ceux qui sont sur scène et qui jouent les rôles principaux. Voilà. Oui. Donc c'est l'addition de tout ça qui fait la réussite de ce spectacle, qui est la principale activité de notre association, mais pas la seule, comme je vous l'expliquais au début de l'entretien. Avant de parler de la programmation de ces journées, puisqu'on n'est pas rentré dans les détails, peut-on encore faire partie de ces bénévoles ou peut-on déjà postuler pour le spectacle 2018 ? Oui, nous pouvons encore accueillir des bénévoles, alors dans des groupes dits coulisses techniques et puis sur scène. Je commence par ce qui n'est pas vu de la tribune. On peut encore accueillir des bénévoles dans notre grande équipe intendance, dans l'équipe accueil du public. L'accueil du public, c'est placer des voitures au parking et des bus. C'est la sécurité et c'est aussi placer les gens dans la tribune. Voilà, donc ça, ce sont des missions très importantes. Mmh. Et puis sur scène, on peut encore accueillir des bénévoles. Et comme dans les groupes que je viens de citer tout de suite, on a mis en place ce qu'on appelle les binômes. Hein. Vous voyez, c'est très simple. C'est ce qu'on appelait l'amalgame lors des armées de la Révolution. C'est-à-dire un ancien bénévole, même si c'est un très jeune, et un bénévole qui arrive pour la première fois. Donc on constitue ainsi un binôme, ce qui permet d'intégrer rapidement ce nouveau bénévole dans la manifestation. Donc sur scène, nous pouvons encore accueillir des hommes, des femmes et des enfants pour les costumer et les emmener dans les scènes. Le rythme est très soutenu. Pour ceux qui n'ont pas pu faire les répétitions, il faut être absolument en binôme parce que il y a 45 scènes différentes. Donc certaines font 40-45 secondes, d'autres, les plus longues, font 2 minutes 30, donc c'est, vous voyez, un rythme qui s'enchaîne, qui ne faiblit pas du début à la fin de notre spectacle. Donc s'il y a des auditeurs et des auditrices intéressés, il suffit de nous téléphoner au 03 29 84 50 00.
03 29 84 50 00 pour signaler qu'ils souhaitent être bénévoles, donner leurs coordonnées et le comité d'organisation les recontactera 48 heures après. Alors on incite les gens à se regrouper en voiture, covoiturage. Et pour ceux qui sont les plus éloignés, on organise un hébergement sur place. Et quand il n'y a plus de place dans nos bungalows, on incite des bénévoles du secteur à accueillir ceux qui viennent de plus loin. Donc, nous avons, pour ceux qui restent sur un week-end, sur place, on a des repas de prévus. Voilà. Donc oui, il ne faut pas que des personnes hésitent au moins une fois pour tenter cette expérience à nous rejoindre alors que les préparatifs là sont bien avancés. On pourra les accueillir et les intégrer parfaitement dans cette expérience vraiment unique des flammes à la lumière. Alors, si nous parlions de la programmation de ces journées, que raconte le spectacle ? Le spectacle débute à la Belle Époque et ce sont 3 personnages plus un 4e qui s'ajoutent ensuite, que l'on voit dans cette soi-disant Belle Époque, qui n'était pas aussi belle que ça d'ailleurs. Et à mesure que l'on avance dans le déroulé du spectacle, on sent qu'il y a des haines, des tensions entre des groupes, des petits groupes, des groupes plus importants, puis la presse qui donne des nouvelles. Les journaux de l'époque tiraient parfois à 500 000, plus de 500 000 exemplaires, 1 million d'exemplaires. Et les journaux circulaient, les gens oralement se donnaient les nouvelles. Mais ça peut sembler aujourd'hui bizarre, parce qu'on a les smartphones, on a les informations en permanence sur soi, jour et nuit, si on veut les écouter, les regarder. Mais les gens sont bien informés à l'époque. Il y a bien sûr un retard, c'est pas instantané. Et donc les antagonismes, les alliances étant en place depuis déjà un temps, produit cet effet terrible, la déclaration de guerre, les déclarations de guerre, le conflit débute. Et ces 3 personnages, le français, l'allemand et la belge, eh bien, on les retrouve ensuite au début de la guerre et on va, à partir de ce moment-là, focaliser sur la bataille de Verdun, après 14 et 15, 1916, mais on va aussi avoir quelques scènes sur 1917 et 1918 avec les Américains, et on a les destins qui se rencontrent entre ces 3 personnages, la Belge qui devient donc infirmière au service des blessés français, qui est une réfugiée belge, qui a quitté la région de la Gaume au début de la guerre du fait des exactions allemandes, le français qui est sous les drapeaux comme l'allemand, et lors d'une scène, le soldat allemand est blessé, évacué dans l'hôpital où se trouve l'infirmière française, l'infirmière belge, pardon. Là se trouve également le jeune homme français, et là, à ce moment-là du spectacle, les 3 sont ensemble. Bon, l'allemand meurt de ses blessures, le français est sauvé, mais il a une jambe gravement handicapée jusqu'à la fin de sa vie. Et puis il y a ce médecin du Sud-Meusien qui est dans cet hôpital et qui soigne l'allemand et le français et qui travaille avec une équipe d'infirmières, dont la belge. Et on va jusqu'à la fin de la guerre, et pendant toute cette évocation de ce conflit, nos scènes portent aussi bien sur les combattants que les civils, et à 50% du côté français, à 50% du côté allemand. Donc c'est parfaitement équilibré, français, allemand, civils, combattants. Ça touche beaucoup le public aussi. Et finalement, on le sait, même si les Allemands ont été des agresseurs dans notre territoire, ils ont souffert, les combattants allemands ont souffert comme les soldats français. Ce n'est pas être choquant que de dire cela, je pense, c'est une réalité. Voilà. Et après la guerre, donc il nous reste le médecin, la Belge et l'ancien combattant français qui se revoient encore et qui nous permettent donc de descendre l'entre-deux-guerres, l'après-deuxième guerre mondiale. Et le dernier que l'on voit sur scène, c'est le français qui est à Verdun en 1986, qui est très âgé bien sûr, très très âgé, qui vient avec un petit-fils et qui est sur le champ de bataille, qui s'étonne d'être encore vivant, qui s'interroge sur pourquoi ses camarades sont morts et sont enterrés là, et le petit-fils qui lui dit, alors qui est attentif, qui est marqué par ce que dit le grand-père,
et qui lui dit « Tu me parles toujours de guerre, papy, et c'est quoi la paix ?» Bonne question. Et ça amène la scène finale dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, donc un spectacle à vivre en famille. Oui, Là, oui, enfin, les gens peuvent venir seuls ou de la même classe d'âge, mais ce qu'il y a de bien, c'est quand on voit des familles avec des enfants, des grands-parents, parce qu'on sait, ça on le sait par le questionnaire. Ensuite, au retour, dans le bus ou dans la voiture, ou après, dans des repas, parce que les questionnaires nous sont renvoyés par les enveloppés, parfois une semaine, 2 semaines, 3 semaines après, ben, ils discutent de ce qu'ils ont vu, entendu. Ils discutent aussi de l'histoire de leur famille. Un ancêtre qui a pu être prisonnier lors de la Deuxième Guerre mondiale. Une personne qui se souvient des Américains après la Deuxième Guerre mondiale qui stationnaient dans notre région. Vous voyez, donc ça suscite des discussions, des remémorations, mais à l'échelle cette fois d'une famille ou de plusieurs familles. Alors vous avez parlé à l'instant des plus jeunes, il y a également, on change un petit peu de sujet mais non, il y a également une application qui fait partie des bons plans quand on va sur le site, ça s'appelle Chant de Verdun, c'est donc une nouveauté, est-ce là un moyen d'attirer les plus jeunes encore ? Oui, enfin, alors on a déjà rodé ces formules-là, le but par ces, on va appeler ça des produits pour simplifier, ou ces accroches, c'est d'attirer, d'avoir des angles différents pour susciter l'attention et la venue du public. Bon, alors pour les plus jeunes, on a c'est très basique ce que je vais vous dire, on n'a rien inventé. Des cahiers, il y a des questions, pour les plus jeunes des petits dessins à faire. Pour les adultes et les familles, on propose des circuits, groupes et individuels, avec des formules clés en main, voilà, avec repas même parfois, hébergement possible dans des hôtels. Voilà. Et on a aussi une formule, alors là pour le coup quand même originale, rare, c'est ce qu'on appelle le pack insolite, c'est de proposer à des personnes une formule en 2 temps. Le vendredi soir, ils sont placés en tribune, ils voient le spectacle, ce sont des spectateurs, et le lendemain, c'est d'être emmenés sur scène avec la formule des binômes dont je vous parlais tout à l'heure. D'accord. Donc, spectateur et le lendemain acteur. Alors attention, on ne peut en prendre que quelques personnes par représentation. On a des demandes supérieures à nos possibilités. On ne peut pas, avec cette formule, accueillir 100 personnes sur scène un samedi soir et qui étaient la veille en tribune. C'est impossible. Pour des raisons de qualité du spectacle, pour des raisons de costume et pour des raisons de sécurité aussi. Voilà, sécurité des personnes qui sont sur scène et dans les coulisses. Donc, ça ne concerne que quelques personnes chaque soirée, mais c'est une formule qui a d'ailleurs été utilisée par des journalistes qui se retrouvent en civil, en combattant, français, allemand, si c'est une femme, une paysanne ou une ouvrière, et qui vivent de l'intérieur le spectacle et qui le perçoivent d'une toute autre manière encore. Voilà. Donc ça, c'est une formule pas qu'insolite, qui ne peut pas être utilisée par des centaines de personnes chaque saison. Alors un tel spectacle demande, je pense, d'avoir des partenaires. Vous en avez ? Oui, on a des partenaires financiers que sont le Conseil départemental de la Meuse, la région Grand Est, la ville et l'agglomération de Verdun, la communauté d'agglomération du Grand Verdun. Voilà nos principaux partenaires financiers. Nous avons déjà eu, en tout cas l'année dernière, une aide également de la mission du centenaire, le GIP national du centenaire. Nous attendons d'ailleurs la réponse pour 2017, qui tarde un petit peu, mais on devrait l'avoir prochainement. Tous ces soutiens financiers, plus des mécènes, sont indispensables, parce que sans cela, nous ne pourrons pas, malgré tout ce bénévolat qui s'additionne pour ce spectacle, nous ne pourrions pas le réaliser, en tout cas avec cette ampleur. Puis nous avons aussi des salariés qui travaillent pour ce spectacle, mais aussi pour nos autres activités tout au long de l'année.
pour la gestion financière, pour la communication, on a un département tourisme, parce qu'on a un agrément tourisme, pour la gestion et l'entretien du château de Quillonbois. Voilà, donc je dirais une petite équipe, et là de collaborateurs, donc des gens rémunérés. Mais au total, ces soutiens financiers sont minoritaires dans notre budget, très minoritaires. Quand on regarde de grandes associations culturelles comme la nôtre, à l'échelle de la région Grand Est maintenant, nous sommes assez records quant au taux de subventionnement. Record par le bas, si je peux dire, c'est-à-dire un taux de subventionnement très faible, très faible, oui. Qui est de l'ordre de 30 à 40%, qui est en général de 30 à 35%, pardon, et encore sans prendre en compte la valorisation du bénévolat, auquel cas on tombe à 20% et même moins de 20%. Alors que des grosses associations culturelles sont en général subventionnées à 70, 80 et certaines même à 90%. Donc on a un autofinancement considérable. Et c'est pour nos bénévoles et nos salariés une vraie fierté que de se dire il y a des soutiens qui sont de l'impôt, les subventions c'est de l'impôt que nous utilisons, mais c'est très minoritaire est largement beaucoup plus faible que ce qui est pratiqué dans des associations de notre taille. Et puis, autre considération, lorsqu'il y a chaque année ces subventions, les décideurs savent parfaitement qu'il y a un retour économique et médiatique. Et les retombées sont pour ce spectacle, là je parle que du spectacle que nous faisons à Verdun, je ne parle pas de nos autres activités, mais c'est surtout sur ce spectacle que nous avons l'essentiel des subventions, que nous affectons l'essentiel de nos subventions. Pour 1 euro de subvention, le retour est de 4 euros. Génère 4 euros de retombées. Donc là encore, c'est exceptionnel. Et les décideurs, les élus des assemblées départementales, régionales, communales et de l'agglomération savent tout ce que ça apporte sur le plan économique et médiatique dans le territoire du Verdunois, et même au-delà du Verdunois. Heureusement qu'il y a des partenaires. Oui, parce que, alors, si nous avions moins de partenariats financiers, il faudrait augmenter le prix de la place. Oui. Mais nous toucherions un public plus restreint. Or, nous sommes dans ce que l'on appelait, et qu'on appelle encore aujourd'hui, le champ de l'éducation populaire, c'est-à-dire toucher un large public et impliquer des personnes pour qu'elles deviennent les acteurs et réalisateurs d'activités. Donc, nous avons une politique tarifaire pour l'ensemble de nos activités qui est assez serrée, pour éviter au maximum d'exclure des gens qui ont des porte-monnaies peu garnis, voire vides, ou presque vides. Voilà. D'ailleurs, on accorde des tarifs, voilà. Bon, je passe. Et ces subventions nous sont indispensables, principalement pour rémunérer nos salariés. Oui. Les salariés sont indispensables. Sans les bénévoles, ils n'auraient pas leur emploi. Et les bénévoles, sans les salariés, ne pourraient pas faire toutes les activités. Donc le subventionnement, qui est extrêmement faible, je vous ai donné tout à l'heure le ratio, permet cela, et génère 4 fois de retombées, 4 fois supérieures, de retombées économiques et médiatiques. Donc là, nous avons des ratios exceptionnels. Est-ce que le fait de faire dormir, de faire manger les gens sur place vous rapporte aussi un petit peu? Non. Alors nous, on a une restauration de plusieurs centaines de couverts chaque soir, 300, 400 couverts, que nous faisons sous notre chapiteau, juste à l'arrière de la tribune, en faisant appel d'ailleurs à un traiteur professionnel. Oui. Donc, les bénévoles servent, mais le repas est préparé par un professionnel. Donc ça, c'est une toute petite partie des retombées en termes de repas, mais il y a tous les autres spectateurs qui ne sont pas du Verdunois et qui sont donc très majoritairement
des gens qui viennent de l'extérieur et qui vont manger dans un restaurant, qui achètent dans des boulangeries, et qui, bien sûr, pour les plus éloignés, dorment dans des hôtels, dans des campings, qui réservent un gîte rural, des chambres d'hôtes. Et tout ça représente des chiffres d'affaires importants. Ces personnes vont visiter des lieux à entrée payante, le mémorial de la bataille de Verdun, qui vient d'être relooké, si je peux dire, qui est vraiment remarquable, les forts de Vaud, Douaumont, la citadelle souterraine, l'ossuaire. Voilà. Là, à chaque fois, il y a des retombées économiques, et tout ça, on le mesure chaque année, et on le quantifie, et nos chiffres n'ont jamais été contestés par qui que ce soit. D'accord. Avant de résumer ce spectacle, précisons que ce dernier est ouvert donc à tout le monde et que personne n'est oublié puisqu'il y a des accès pour les personnes handicapées. Oui. Et que pour nos voisins, il y aura une traduction simultanée en anglais, en allemand et en néerlandais. Oui. Ça pour les personnes qui ne connaissent pas bien ou ne connaissent pas du tout le français, en effet. C'est donc du 16 juin au 29 juillet. Alors, en bref, c'est où? Peut-on vous retrouver sur les réseaux sociaux ou sur un site? Et enfin, une dernière question. Est-ce que vous avez des projets pour les mois à venir, même si des flammes à la lumière demandent énormément de travail et d'investissement? Alors, il y a beaucoup de questions là, oui, hein. dans votre phrase. Alors, bien sûr que nous avons un site internet. Il suffit de taper spectacle Verdun. Voilà. Et qui présente des flammes à la lumière, avec même possibilité d'acheter en ligne. Voilà. Et puis nous sommes sur Facebook, Twitter, Google+, Instagram, bien évidemment. Donc les personnes qui utilisent cela peuvent nous y retrouver facilement, y voir des photos, avoir des informations, des témoignages de spectateurs, de bénévoles, etc. Voilà. Notre site internet permet d'informer, de réserver. Nous avons aussi un autre site qui s'appelle tout simplement Connaissance de la Meuse, et qui avec toutes ces mêmes informations. On peut également nous questionner par téléphone au 03 29 84 50 00, 03 29 84 50 00, avec possibilité de réserver et de payer immédiatement des places. Alors, le spectacle, c'est une activité importante, c'est la première en termes d'heures de bénévolat, de nombre de spectateurs, ça n'est pas la seule. Nous en avons d'autres, parfois très modestes, auxquelles nous tenons beaucoup, excursions, conférences, ça concerne chaque fois 40, 50 personnes, vous voyez, ce n'est pas spectaculaire, justement, mais pour nous, c'est fondamental. Alors, une autre grande activité pour laquelle nous espérons des milliers de spectateurs, en l'occurrence 15 000, voilà, c'est l'accueil d'une biennale équestre qui se déroulera dans le parc du château de Thionbois, c'est juste au sud de Verdun. Alors pour arriver à notre site des Carrières d'Audinville, à l'entrée de Verdun, c'est facile à trouver, c'est fléché, c'est sur la route venant de Metz, la route venant de Nancy, et c'est à côté de l'autoroute A4 à l'échangeur d'Audinville, mais c'est fléché, voilà, et c'est à l'entrée de Verdun, c'est au sud-est de Verdun, à côté de la zone commerciale. Thionbois se trouve à pas tout à fait 30 km, juste au sud de Verdun. Est facilement accessible, parfaitement fléché, et en septembre, les 21, 22, 23 septembre, nous allons ouvrir les portes du parc et aider à réaliser cette biennale équestre qui va rassembler 110 cavaliers de la garde républicaine et d'une troupe équestre qui a une renommée internationale également, Asta Luego, qui a fait l'objet d'un reportage dimanche dernier sur TF1. Et ces cavaliers, cavalières vont donner un spectacle équestre époustouflant. Il y avait eu une préfiguration en 2015 et 2013. Les personnes qui ont déjà vu 2013 et 2015 constateront qu'il est renouvelé à 75%, avec des numéros surprenants, certains même à couper le souffle, tellement ils sont beaux, ils sont étonnants, ils sont artistiques.
ils suscitent beaucoup d'émotions. Je ne vais pas tous les dévoiler, mais vraiment, pour les avoir vus, donnés par la garde républicaine et par Asta Luego, c'est très très beau, prenant. Ça sort totalement de l'ordinaire, même si nous aurons encore le plaisir de voir et d'entendre la fanfare, celle qui a descendu tout récemment encore les Champs-Élysées, avec tout le décorum de cette unité montée qui fait son prestige à l'international. Donc un spectacle exceptionnel le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche après-midi dans le parc de ce très beau château en plein centre de la Meuse. Donc ça va être magique. Ah oui. Alors magique, ça n'aura rien à voir avec des flammes à la lumière. Et en 2013-2015, on a eu le plaisir de voir des gens, là encore, d'horizons très divers. Alors bien sûr, des gens du monde équestre, mais beaucoup qui n'ont jamais pratiqué l'équitation, qui n'ont jamais approché un cheval de leur vie, mais qui ont vu là quelque chose qui fait pour la garde républicaine, qui constitue un des symboles de la France. C'est pas sans cause lorsqu'il y a des visites d'État, lorsqu'il y a des grandes manifestations, lorsqu'on vient de les revoir à Versailles avec Poutine, etc. C'est un symbole vivant de la France. Et l'autre troupe équestre pratique les chevaux en liberté. C'est très différent de la belle tradition de la garde républicaine. C'est une autre approche. Et les deux équipes ont déjà travaillé ensemble et vont créer spécialement pour Tillon-Bois un numéro. Ça sera du sur-mesure pour la première fois. C'est une création avec on peut dire une chorégraphie qui est en cours d'écriture en ce moment. Alors moi qui suis cavalier, vous me donnez encore plus envie. Ah oui, venez, vous ne serez pas déçus. Je pense qu'on ne va être déçu par aucun spectacle dans la Meuse cette année. Voilà. Je l'espère en tout cas. Merci Monsieur Demembre de nous avoir parlé avec autant de passion de ces journées donc du 16 juin au 29 juillet, je le reprécise. Oui, du 16 juin au 29 juillet, tous les vendredis et samedis, sauf le vendredi du 14 juillet. D'accord. Tous les vendredis et samedis de mi-juin à fin juillet. Alors les personnes qui n'ont pas réservé et acheté leur place par avance peuvent venir. On en vend chaque soir. Il y a des places vendues sur place, mais on conseille de les réserver à l'avance. Merci beaucoup, Monsieur Demembre. C'est nous qui vous remercions. Je vous laisse repartir au travail. Alors, oui, là je m'y remets, avec mes amis bénévoles. Voilà, exactement. Il faut travailler maintenant. Il vous reste encore 15 jours. Oui. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Belle journée. Bon week-end aussi. Bonne journée à vous et à vos auditeurs et auditrices. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. RPL, la radio pas comme les autres. Pas comme les autres.